Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Cité du Vin. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cet événement sur le vin dans le cinéma. On avait à cœur de proposer cette thématique parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais de nombreux changements vont être opérés à la Cité du Vin d'ici la fin d'année et en 2023. On va renouveler énormément de choses dans le parcours permanent, dont la production audiovisuelle d'un module qui sera mis en œuvre à partir de la fin d'année pour les vacances de Noël. Sur le cinéma, ça s'appellera Saturne. Ça sera une compilation de plusieurs extraits de films qui présentent un peu des moments de vie intimistes, un peu plus joyeux, avec pour objet central le vin. Donc on avait à cœur de présenter cette thématique aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a invité Raphaël Pirer, critique cinéma et conférencière, à venir parler de cette thématique du vin dans le cinéma. Et donc, elle aussi, ce soir, nous a compilé plusieurs extraits pour illustrer ses propos. Donc, on va voir plein d'éléments visuels ce soir, donc ça va être sympa. Donc, ça va durer à peu près 1 heure de présentation. Ensuite, on aura 20 à 30 minutes de questions. On aura un micro-ballon qui sera donné dans le public pour poser vos questions. Pour notre cher public qui est sur Zoom, vous pourrez également poser des questions via la rubrique questions et réponses. Et on transmettra vos questions ensuite à Raphaël pour qu'elle puisse y répondre. Donc on va commencer avec l'introduction d'un extrait. Et après, je laisse la parole à Raphaël pour cette très belle conférence. Merci à vous, très belle conférence. Bonsoir à tous. J'avais envie de lancer là, donc cette intervention sur le vin par cette ouverture de bouteilles de champagne par Alfred Hitchcock. Avant de commencer mon intervention, je voulais remercier la Cité du Vin et l'équipe culturelle de m'avoir invité à réfléchir sur ce thème qui est pas un thème qui est ma spécialité. Et donc je vais davantage vous parler de cinéma que de vin, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir des films, à découvrir des films que je ne connaissais pas sur cette thématique-là. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que le vin fait au cinéma. C'est comme ça que j'ai essayé de créer un parcours d'extraits et de choisir les extraits que j'avais envie de vous montrer et les occurrences de ce que le vin pouvait représenter pour les cinéastes et dans les films. J'imagine que vous avez déjà vu des documentaires sur le vin. J'ai choisi de les exclure de mon propos. L'un des films les plus connus, c'est évidemment Mondovino de Jonathan Nossiter, qui avait été présenté au Festival de Cannes en 2004, qui est un documentaire sur la globalisation du vin, sur le fait que le marché du vin, n'est pas resté cantonné à la France ou à l'Italie, mais s'est développé partout dans le monde et est devenu un marché très très féroce. Et donc Jonathan Nossiter filme à travers le monde ce capitalisme du vin. Et puis il y a d'autres types de documentaires qui existent aussi sur le vin, des portraits de vignerons, il y en a de très beaux et de très intéressants. Et puis il y a aussi un cinéaste qui s'appelle Paul Lacoste, que vous connaissez peut-être, qui a fait beaucoup de films sur des grands chefs, notamment un film qui s'appelle Entre les brasses, sur la passation entre Michel Brasse dans son restaurant de l'Aïeul à son fils Sébastien. Et Paul Lacoste, il a aussi fait toute une série sur le vin, de documentaires sur le vin, qui sont très, très intéressants aussi. Et puis je réfléchissais aussi que parmi les tout premiers films documentaires sur le vin qui ont existé, dans les toutes premières années du cinéma, le cinéma est né en 1895, mais vers 1910, 1920, le ministère de la Santé avait commandité des films documentaires d'éducation
Le public du cinéma à l'époque était un public extrêmement populaire. Le cinéma valait 1 franc. Et donc, les familles les plus modestes pouvaient aller au cinéma 2-3 fois dans le week-end. Et donc, ce public extrêmement populaire avait tendance à boire beaucoup plus d'eau que de vin. Et donc, le ministère de la Santé avait fait des petits films pédagogiques qui mettaient en garde contre les dangers du vin, de l'alcoolisme et de l'ivresse. Et c'était des films qui étaient montrés en avant-programme à une époque où les films n'étaient pas encore complètement des longs métrages, mais où on voyait plein de choses différentes, des actualités, un petit film pédagogique, une animation et puis le vrai programme. Donc voilà, les premières occurrences du vin au cinéma, c'est ça, c'est mettre en garde le public et dire c'est bon, mais faites attention quand même. Donc cette mention qu'on a maintenant sur toutes les publicités à consommer avec modération, elle était déjà présente en fait sur les écrans de cinéma dès le début. Mais donc j'ai décidé de m'intéresser à la fiction et à ce que le vin faisait au récit. J'ai choisi des films qui parlent exclusivement de vin, mais j'en ai choisi d'autres dans lesquels le vin est un élément un peu marginal, mais dont il me semblait qu'il était utilisé de façon intéressante. J'ai essayé de me balader dans des filmographies un peu différentes aussi, dans des époques un peu variées, et de réfléchir à pourquoi les cinéastes avaient envie de filmer des personnages qui font du vin ou qui en boivent ou qui en consomment trop. Et donc j'ai choisi d'ouvrir mon propos par ce film de 1928 d'Alfred Hitchcock, qui est un film britannique, puisque Alfred Hitchcock est né en Angleterre. Il a fait énormément de films en Angleterre qui sont méconnus. Et donc celui-ci, 1928, Champagne, c'est son avant-dernier film muet. À cette époque-là, en Angleterre, on voyait beaucoup de films américains au cinéma, et les recettes de ces films américains, par décret, devaient rester en Angleterre et être réinvesties dans le cinéma anglais. Et c'est comme ça que Alfred Hitchcock s'est formé, en réalisant ce qu'on appelait des quota quickies, qui étaient des films faits à la va-vite, comme ça, sur le territoire anglais, pour réinvestir les recettes américaines. Et donc, en réalisant 3-4 films par an, il a fait beaucoup de recherches formelles, et c'est ça que j'avais envie de vous montrer avec cette séquence-là, c'est qu'il a tourné, il voulait absolument ouvrir son film, c'est le premier plan du film, ça. Il voulait ouvrir son film avec cette espèce de prouesse technique qui est de filmer à travers un verre de champagne. Alors évidemment, c'était impossible. Quand il a essayé, on ne pouvait pas voir les danseurs au fond du champ. Ils étaient complètement flous. Et donc, il a fait fabriquer un verre à champagne géant, au fond duquel il l'a fait fabriquer par un maître verrier, tout spécialement, au fond duquel il a installé un objectif qui correspondait à ce qu'il avait envie de voir. Et donc ce plan-là, non seulement c'est une façon pour le jeune Alfred Hitchcock de s'amuser avec le cinéma, comme il fait des films qui sont pas très passionnants, on lui écrit des scénarios comme ça en quelques jours, et puis on lui lance ça, et lui il a lui-même quelques jours pour réaliser le film. Donc chaque fois il essaye de se lancer un petit défi, et à chaque fois toute son équipe lui dit ça va pas marcher, et à chaque fois ça marche. Donc ce plan-là, il ouvre le film, et c'est un plan similaire qui va fermer le film aussi, mais qui raconte tout autre chose, qui raconte la réunion de 2 amants qu'on voit eux aussi à travers un verre à champagne. Le champagne, dans ce film-là, il a plusieurs fonctions pour Alfred Hitchcock. Celui de nous lancer dans la fête, avec ce bouchon qui explose. Et puis, au départ, Alfred Hitchcock voulait vraiment raconter une histoire sur le champagne. Il y avait imaginé le récit d'une jeune ouvrière qui vivait à Reims et qui travaillait dans le champagne, qui chargeait les caisses, qui étaient ensuite envoyées dans le monde entier, mais qui n'avait jamais goûté une goutte de champagne. Et puis... ce qui lui plaisait, c'était cette idée que le champagne est une industrie du luxe, mais faite par des ouvriers. Et qu'il y a quelque chose comme ça aussi dans le cinéma, un rapport entre une industrie, quelque chose d'extrêmement plein de paillettes, et aussi plein de petites mains qui fabriquent ces objets du cinéma. Donc il aimait bien la résonance qu'il y avait entre les deux. Puis bon, finalement, il a changé de scénario pour raconter l'histoire d'une jeune femme qui est une héritière américaine d'un négociant de champagne qui fait faillite du jour au lendemain à cause d'un krach boursier. Et donc elle est obligée de travailler, la pauvre.
alors que ça ne lui était jamais arrivé. Et son père lui disait depuis bien longtemps, ton fiancé, il t'aime pas trop, je lui fais pas confiance, je ne l'aime pas. Et quand il apprend qu'elle est ruinée, il s'en va. Donc le père avait raison cette fois-ci. Et donc c'est pour cette raison de récit qu'on ouvre sur les champagnes, mais c'est aussi pour donner un air de fête au film et pour montrer qu'on est tout de suite dans quelque chose de léger, de gai, qui nous emmène du côté de ce que le cinéma a de frivole aussi. C'est ça qui plaisait à Hitchcock. Et puis je reviendrai à ce cinéaste qui est l'un des meilleurs, il faut le dire, de toute l'histoire du cinéma. J'y reviendrai tout à l'heure avec un autre film bien plus tardif. Et surtout, je voulais parler d'Hitchcock parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films muets, donc qui a cherché beaucoup d'inventivité, de comment raconter très rapidement, avec une image, sans son, sans carton, sans mots, raconter quelque chose très rapidement. Et il avait imaginé aussi dans un autre film une fête après un spectacle. Tout le monde se rend à une fête, on dispose tous les verres de champagne, c'est vraiment la grande consécration. Et puis la star, finalement, s'est éclipsée discrètement. Et quand tout le monde s'en rend compte, il y a à nouveau un gros plan sur les verres de champagne, mais cette fois-ci, le champagne ne pétille plus. Et donc Hitchcock, c'était vraiment le maître pour imaginer des choses comme ça, faire comprendre à des spectateurs une émotion à travers un gros plan, sans parole, juste avec un élément emprunté à des choses très quotidiennes. Il y a un gag qu'il aimait beaucoup aussi dans ce film Champagne, c'est un ivrogne qu'on croise tout au long du film. Et puis à un moment, il y a une scène sur un bateau, il y a une tempête et tout le monde marche, tout le monde titube, personne n'arrive à marcher droit sur ce bateau, sauf l'ivrogne qui pour une fois est le seul à marcher de façon bien rectiligne. Ça rétablit son équilibre, cette tempête. Je voulais continuer donc en changeant complètement de style avec un film que vous avez peut-être vu en salle, c'est Ce qui nous lie de Cédric Clapiche, qui est un film de 2017 qui a le vin pour sujet principal, qui est un film extrêmement bien documenté. On va regarder un extrait de 4 minutes environ, qui se situe plutôt au début du film, mais je vous raconte quand même ce qui se passe auparavant pour que vous compreniez. C'est une famille de 3 enfants dont le père est gravement malade, il va bientôt mourir. Le père a un vignoble en Bourgogne et son fils aîné est parti depuis plusieurs années et là il revient dans le domaine. Et donc on voit ces 3 enfants qui doivent faire les vendanges, qui doivent faire le vin alors que c'est toujours leur père qui l'a fait et qui cette année-là est empêché de le faire. Cédric Clapiche connaît le vin depuis qu'il a 17-18 ans et c'est son père qui l'a initié à la dégustation, qui l'amenait régulièrement tous les ans en Bourgogne pour goûter. Et donc quand il a eu envie de faire un film sur le vin, c'était pour lui évident que ce serait un film qui parlerait aussi de transmission. Donc là, on a une famille de vignerons qui possède un domaine, parce que lui, il avait envie de raconter cette transmission du goût, de la formation, de transmettre des connaissances qu'on a. Donc il a transposé son émotion personnelle dans un contexte d'une famille qui fabrique du vin. Et il s'est énormément documenté. Et ce qui l'a beaucoup intéressé en venant rencontrer des vignerons en Bourgogne, c'est de voir le paysage. Et on sent dans cette séquence-là, je trouve, le plaisir qu'il a à filmer dans la nature. Cédric Clapiche, c'est un cinéaste qui a beaucoup filmé Paris, qui a filmé Barcelone, et qui s'est rendu compte en faisant ce film-là qu'il n'avait jamais filmé la nature et des hommes dans la nature. Et donc il est beaucoup question de passage du temps, et là on le sent bien dans cette séquence où on se demande quel est précisément le bon jour pour commencer les vendanges, et tout le film en fait ne fait que parler de temps. On a aussi un flashback dans cette séquence-là qui nous ramène quand les enfants étaient enfants,
oui, la fratrie était enfant et qu'ils ont appris à goûter le raisin, à reconnaître ses arômes. Et donc, cette question du temps, elle se déploie sur plein de générations différentes. Il y a le temps de la vigne qui est là depuis très longtemps, depuis bien avant eux. Leur grand-père déjà faisait du vin. Il y a le temps de leur vie à eux et il y a le temps de ce raisin-là qu'il va falloir transformer en vin. Et donc, toutes ces couches de temps se superposent et s'entremêlent dans le film. Et pour faire sentir ça, Cédric Klapisch a fait un casting très important qui était le casting d'un arbre. Il a cherché l'arbre parfait qui allait pouvoir donner au spectateur le sentiment du temps qui passe. Et si vous avez vu le film, c'est l'arbre qu'on voit tout au début. Le film s'ouvre comme ça, avec le personnage de Pio Marmaille qui dit quand j'étais petit, j'étais étonné que ce paysage change tout le temps. Tous les jours, c'est différent quand on est face à une vigne. Donc, il a fait son casting d'arbre parfait et il a demandé à un photographe sur place de photographier cet arbre toutes les semaines. Ils ont convenu ensemble d'un cadre et ce photographe a fait 52 photos de l'arbre pour voir les variations de lumière, pour voir quel cadre ça pouvait donner. Et donc ça, c'est quelque chose qui figure aujourd'hui dans le film. Et donc il y a eu tout un aller-retour comme ça entre de la documentation avec les gens du terroir et puis de la mise en fiction de ces choses qui existaient réellement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acteur qu'on connaît le moins dans cela, il s'appelle Jean-Marc Rouleau. C'est un acteur plutôt de second rôle qu'on a vu dans plein de films, mais j'imagine que vous ne sauriez pas exactement dire où vous l'avez vu, que vous reconnaissez son visage. Et c'est un acteur qui est aussi vigneron. Et il a rencontré Cédric Klapisch au tout début de sa carrière. Il avait passé un casting pour l'un de ses films qu'il n'a pas eu, mais Klapisch a appris qu'il faisait et qu'il vendait du vin, et donc il est devenu son client de vin. Et 15 ans après, quand il a fait ce film, quand il a préparé ce film Ce qui nous lie, il a fait appel à cet acteur qui est devenu comédien dans le film, mais qui joue son propre rôle. Le film est tourné dans ses vignes avec son matériel. Et donc c'est cet acteur qui a indiqué aux autres acteurs qui, eux, ne connaissaient pas le vin, quel geste il devait faire pour que ce soit réaliste. Il a réécrit aussi, il a repris le scénario qui avait été fait par Klapisch et il a réécrit certaines répliques pour enlever les phrases de Parisien, comme il disait. Et il a aussi provoqué certaines situations. Il a dit aujourd'hui, moi, je vais arracher mes vieux pieds de vigne. Est-ce que vous voulez venir filmer? Et donc, il y a quelque chose de très, très imprégné de sa vie à lui dans ce film. Donc, il a un rôle qui est extrêmement à la marge, c'est un personnage qu'on voit très peu, alors qu'en fait, il a complètement imprégné toute l'ambiance du film. C'est un film qui raconte aussi comment une jeune femme jouée par Anna Girardot peut s'en tirer dans ce monde d'hommes. Et donc ça commence dès sa première décision. Son père lui a légué le domaine puisque le fils aîné est parti et que l'autre fils est un peu nul, vous l'avez senti. Et donc elle doit reprendre le domaine, mais elle n'est pas assez sûre d'elle pour diriger tous ces hommes qui l'entourent. Et donc le film va aussi raconter l'histoire d'une jeune femme qui prend sa voie dans un monde d'hommes. Et puis on le sent aussi, je trouve, dans cette séquence, c'est un film qui parle de cinéma et de des rapports qui peuvent exister entre faire du cinéma et faire du vin. Et ça, Cédric Klapisch s'en est rendu compte en se documentant, en vivant avec des vignerons pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est à quel point, par exemple, la météo dirige les choses pour les vendanges, mais pour un tournage aussi. Si on veut par exemple, là, il s'est vraiment soumis aux questions de météo parce que quand il voulait filmer les arbres en automne, il n'y avait que 15 jours où il pouvait filmer les belles couleurs d'automne. Il a filmé Anna Girardot et Pio Marmaille qui pressent le vin pieds nus dans les grandes cuves. Ça, il n'y a que 4 ou 5 jours dans l'année où c'est possible de le faire, d'avoir vraiment les cuves remplies de raisins et de les montrer, les fouler aux pieds. Donc il s'est complètement soumis à la temporalité du vin pour faire son film, et en faisant ça, il s'est rendu compte que dans le cinéma en général, il était souvent soumis aussi à la temporalité du film, des acteurs, des décors, de la météo et tout ce genre de choses. Et puis ce que raconte la toute fin de la séquence,
se rapproche de cette idée-là aussi. Quand le vigneron dit à Anna Girardot, ça dépend du vin que tu veux faire. C'est toi qui choisis la bonne date de tes vendanges qui va correspondre à ce que tu as envie de fabriquer comme vin, qui aura ta personnalité. C'est aussi ce qu'on peut dire d'un film. C'est-à-dire que si Cédric Clapiche était tombé malade et qu'un autre réalisateur était venu, avec le même scénario, avec les mêmes décors, avec les mêmes acteurs, il aurait fait un tout autre film qui aurait correspondu à sa sensibilité, à ses qualités humaines et à sa vision du monde. Donc le film, comme ça, entretient des relations avec le vin à plein de niveaux différents. Il parle de vin, il parle aussi de cette question de transmission, mais aussi il met en relation les techniques, la fabrication et ce que c'est que faire un film qui demande 3-4 ans dans une vie et faire du vin qui demande aussi de s'investir sur un temps très long et de prévoir ce qui va se passer des mois plus tard. Et les deux sont soumis à des aléas très très importants. C'est un film qui a été tourné sur 4 saisons, ce qui ne se passe jamais dans le cinéma. Habituellement, on ramasse le temps du tournage sur 5-6 semaines à peu près pour un tournage classique. Et là, Cédric Clapiche a demandé aux acteurs d'être libres 2 semaines en automne, 2 semaines en hiver, 2 semaines au printemps et 2 semaines en été, ce qui ne se fait jamais. Et pourquoi le producteur n'était pas complètement content. Il a essayé de dire si on fait 2 phases de tournage, on arrivera bien à croire aux 4 saisons, mais Clapiche ne s'est pas laissé convaincre par son producteur. Donc il a vraiment tenu à cette idée de filmer un paysage qui change. Et on le voit bien dans son mouvement circulaire. Là. Quand la caméra tourne autour des personnages, on sent qu'il a envie de montrer qu'ils sont environnés par la nature. Et puis on le sent aussi dans le tout premier plan du film où on les voit sortir. D'abord, on ne voit que le vert des feuilles. Et ils sortent comme si c'était des enfants qui étaient en train de jouer à cache-cache. Donc il y a un jeu comme ça sur la temporalité aussi. Sur ces enfants qui deviennent adultes. Et ce rapport à la nature est très très fort aussi dans les façons de filmer. Ce qu'il raconte aussi d'amusant sur ce film, c'est qu'il n'a pas eu le temps de faire suivre une formation vraiment d'œnologie ou dans les vignes à ces 3 comédiens qui sont très pris. François Civil, Pio Marmaille et Anna Girardot. Et donc, ils ont fait une formation accélérée de 3 jours juste avant le tournage. Et donc, la première journée, ils ont rencontré des vignerons. Ils sont allés voir plein de domaines différents et à chaque domaine, on leur réservait un verre. Et donc, dès 14h, ils étaient complètement sous. Et donc, le soir, ils étaient proches du blackout et du coma éthylique. Et Cédric Clapiche, il y a une scène d'ivresse à la fin des vendanges dans le film et il l'a réécrite en fonction de ce qu'il a observé chez ses comédiens quand ils étaient réellement sous. Et donc il y a des cinéastes qui aiment bien filmer les acteurs réellement sous. Là, c'est pas ce qu'a fait Clapiche, mais d'abord il les a saoulés, il les a regardés et ensuite il leur a écrit des dialogues qui correspondaient à ce qu'ils avaient vécu quelques jours avant le tournage de la scène. Donc il y a une façon comme ça d'entremêler le réel du raisin, de la vigne, de la fabrication du vin avec le monde du cinéma. Et donc évidemment, le vin dans l'imaginaire du cinéma français, c'est énormément les banquets, les repas de famille, les fêtes de village. Donc j'avais envie de vous montrer un extrait qui évoque cette chose-là. Il y a énormément de cinéastes qui se sont intéressés à ça, Claude Chabrol, Jean Renoir, beaucoup aussi, Maurice Pialat, Claude Sautet, énormément, aime beaucoup montrer des personnages d'amis ou des familles qui s'aiment et se détestent à la fois au cours d'un seul repas. J'ai choisi de vous montrer un extrait de Milou en mai, de Louis Malle, qui est un film qui date de 1990, mais qui raconte mai 68. Donc on a un regard qui est distant dans le temps. Louis Malle revient sur des événements passés. Et puis, il a aussi choisi un regard lointain sur les événements, puisque ces personnages sont dans la campagne du Gers, au moment où la Révolution est en marche plutôt du côté de Paris. Donc, on regarde un moment de pique-nique familial arrosé de vin dans cette campagne du Gers. Camille! J'arrive! Ah tiens, voilà Paul. Les fossoyeurs ont débrayé, l'enterrement est remis, on a décidé de la mettre sous le grand cèdre. Vous auriez pu me prévenir quand même.
Ça m'aurait évité de venir pour rien. Tu déjeunes avec nous? D'où tu viens, toi? Chercher des œufs, je fais des quiches. Écoute, j'ai pas le temps de déjeuner, je file. T'aurais pu me téléphoner, merde. J'ai annulé au moins 6 rendez-vous pour venir ici. Elles sont délicieuses, les cerises, cette année. Hein? Vous croyez qu'on va avoir un orage? Ah, la garce. Ça m'a piqué. Voilà, ce qui fait chaud. Dans 3 jours, c'est la Pentecôte. On avait oublié. On va être en vacances. Tu me donnes un peu de Pour vin? les tomates espagnoles, elles sont pas mauvaises, hein? Je pense bien. Georges. À ta santé, ma tante. Il est bon, mon clafoutis. Quand on vient trop vite, ça énerve les hommes. Ils ont l'impression qu'ils ne servent à rien. Moi, c'est le contraire, c'est pas facile. Hein. Moi, ce qu'il me faut, c'est... Ils y pensent jamais. Il faut leur dire. Ils ne peuvent pas trouver tout seuls. Le problème maintenant, c'est que toutes les femmes veulent jouir. Autrefois, elles savaient même pas que ça existait. Ça allait tout seul. Allez jouer, les enfants, allez. Allez, 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 allez. C'est la première fois. Je fais un vœu. Moi aussi, je fais un vœu. J'ai attrapé un coup de soleil. Non, merci. Je fume français, moi. Je suis rouge. Hein. Ouais, non. C'est vrai que c'est beau ici. C'est mieux que la mer, finalement. Puis si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique. Mais il y a tout ici, il y a absolument tout. Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes. Il y a même une source. Oui, elle est même un peu minérale. Diurétique. Georges, tu te souviens à l'époque, on a songé à l'exploiter? Oui, je me souviens. Oui, mais exploiter, toujours exploiter, pourquoi faire? Beaucoup de gens pourraient vivre ici. Ici, au moins 100. Peut-être plus. On pourrait faire un très grand potager là-bas. Ouais. Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé. Plus on a des noix, très important. Du miel aussi. J'adore le miel. On pourra agrandir la basse-cour. Oh oui, les œufs frais. Faut manger un œuf par jour. Maman disait toujours ça. Tu te souviens? Il y avait des chèvres dans le temps. Ah oui, c'est vrai. Des chèvres blanches. C'est bon le fromage de chèvre. Et puis, c'est stimulant, hein? C'est facile à faire. On doit nourrir plus de 100 personnes. On pourrait même en vendre. Oh, je ne suis jamais senti aussi jeune depuis 30 ans. Vive la Révolution! Vive Si toute cette famille est réunie à cet endroit-là, dans la maison familiale, c'est que leur mère vient de mourir et donc ils vont se partager l'héritage. Et donc ce film de Louis Malle est une allégorie de ce qui se passe en France à ce moment-là, des événements de 68, de la vieille France qui est en train de mourir et comment est-ce que les Français vont se partager l'héritage. Et donc on voit dans cette famille qu'on a des milieux sociaux extrêmement différents qui se réunissent tous. Dans le film, ils n'arrêtent pas de se disputer sur qui va avoir les belles assiettes ou pas. Mais le moment qui les réunit,
C'est quand ils mangent les produits de la ferme, les produits du terroir et le vin. Et c'est ça qui les fait tenir ensemble et c'est ça qui leur donne envie de rester là et de fonder une autarcie et de vivre loin de leur existence, de l'existence qu'ils se sont construites. Donc il y a ce moment très fugace dans le film, mais d'utopie, de rester là et d'être autosuffisant et de faire sa propre nourriture et son propre vin. La séquence tourne beaucoup autour de la couleur rouge aussi. On a les tomates, les cerises, le vin, la serviette rouge à carreaux. Et puis il y a aussi cette confrontation entre la vieille tradition du clafoutis, enfin voilà, toutes ces choses, tous ces repas de famille qu'on a connus à la campagne, du clafoutis et du vin et des tomates. Mais il y a aussi la marijuana qui circule puisque c'est le moment de mai 68. Louis Malle lui-même, il a vécu plusieurs années en Inde, juste avant mai 68. Quand mai 68 est arrivé, il venait de rentrer d'un long voyage, donc ça lui paraissait un peu étranger aussi tout ce qui se passait, puisqu'il n'avait pas assisté aux petites étincelles qui précédaient. Donc là, tous, ils essayent de fumer de la marijuana, sauf Bruno Carrette qui fume français, qui fume des gauloises. Et puis, Louis Malle prend plaisir aussi à choisir des acteurs qui viennent de familles complètement différentes. Bruno Carrette, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il était dans Les Nuls à la télé, et il est mort avant que le film ne soit terminé de monter, donc le film lui est dédié. Il avait une trentaine d'années, il est mort à 33 ans, je crois. Et on a Michel Piccoli qui est vraiment au fait de sa gloire à ce moment-là. Le film date de 90. Dans les années 80, il avait tourné 40 films. Donc c'est vraiment la star française. Miu Miu est en pleine ascension aussi. Et Louis Malle s'amuse à lui donner un rôle de bourgeoise catholique, un peu étriquée au début. Mais là, on voit qu'elle était quand même dans la grange, qu'elle est pleine de foin et qu'elle était manifestement avec un homme qui n'est pas son mari, qui est joué par Berléand, dont c'est l'un des premiers rôles aussi. Et donc comme ça, Louis Malle crée une famille avec des acteurs qui viennent du théâtre, comme Dominique Blanc de la télé, du grand cinéma. Et il mélange un petit peu tout ça. Il y a le premier rôle de Valérie Lemercier aussi dans ce film-là. Donc c'est une façon de faire une famille de cinéma en même temps qu'une famille française un peu représentative. C'est un film qui a eu un grand succès, qui a eu 1,5 million de spectateurs et qui a beaucoup plu. Et c'est aussi un film qui donc, ausculte un peu la modernité qui est en train de poindre, mais qui se tourne aussi beaucoup vers la peinture. On pense beaucoup aux peintures de Renoir, au Déjeuner sur l'herbe de Manet, enfin à toute cette peinture-là, pleine de vie, pleine de nature, pleine de corps très pétulants qui s'allongent sur l'herbe. Et donc, il pense beaucoup à cette lumière-là, à ces images-là, en réalisant cette séquence. Une grande partie du film se passe dans la maison où il fait très sombre. Et là, il a plaisir à aller filmer l'herbe, à aller filmer des personnages avachis qui se parlent à l'oreille. Et il disait à son chef opérateur, à celui qui s'occupait de la lumière et de la caméra, j'aime pas filmer plus de 3 personnes, c'est trop compliqué. Et donc, c'est le chef opérateur Renato Berta qui a décidé des distances par rapport aux personnages pour qu'on ait la sensation de ce groupe qui existe à cet unique moment du film. Je vais continuer avec un film bien plus récent qui date de 2004 qui s'appelle Sideways de Alexander Payne, que vous avez peut-être vu aussi. C'est un film avec Paul Giamatti qui joue un écrivain raté. Il vient d'écrire un roman, ça fait des années qu'il s'y est consacré. Et puis tous les éditeurs sauf un l'ont refusé. Donc il met tous ses espoirs dans cet éditeur-là. Sa femme, son grand amour l'a quitté. Elle vient de se remarier. Bref, ça va pas fort pour lui. Et il est un peu désespéré, mais ça va être le mariage de son meilleur ami. Et lui, il est passionné de vin. Tous les ans, il fait la route de Californie pour voir tous les vignobles, pour goûter tous les vins. Et donc là, il a préparé pour le mariage de son meilleur ami un petit voyage d'1 semaine où tous les deux, ils oublient tout et puis ils doivent profiter du vin. Et son ami, qui est un vrai coureur, a bien décidé de profiter un peu de sa dernière semaine de célibat avant de se marier. Donc, il n'arrête pas de draguer des filles. Et donc, il passe une soirée avec 2 femmes. Et donc, Miles, qui est joué par Paul Giamatti, se retrouve avec une femme sur la terrasse et ils discutent tous les deux de vin. Ah oui, c'est moi qui me lance l'extrait, c'est vrai.
No. Can I ask you a personal question, Miles? Sure. Why are you so into Pinot? I mean, it's like a thing with you. I don't know. It's a hard grape to grow, as you know, right? It's thin-skinned, temperamental, ripens early. It's, you know, it's not a survivor like Cabernet, which can just grow anywhere and thrive even when it's neglected. Nah, Pinot needs constant care and attention. You know, and in fact, it can only grow in these really specific little tucked away corners of the world. And only the most patient and nurturing of growers can do it, really. Only somebody who really takes the time to understand Pinot's potential can then coax it into its fullest expression. And then, I mean, oh, its flavors, they're just the most haunting and brilliant and thrilling and subtle and ancient on the planet. Now, I mean, you know, Cabernets can be powerful and exalting too, but they seem prosaic to me for some reason, you know, by comparison. I don't know. What about you? What about me? I don't know. Why are you into wine? Oh, I think I originally got into wine through my ex-husband. You know, he had this big sort of show-off cellar, you know? Right. But then I discovered that I had a really sharp palate. And the more I drank, the more I liked what it made me think about. Like what? Like what a fraud he was. No, I mean, I like to think about the life of wine. Yeah. How it's a living thing. I like to think about what was going on the year the grapes were growing. How the sun was shining, if it rained. I like to think about all the people who tended and picked the grapes. And if it's an old wine, how many of them must be dead by now? I like how wine continues to evolve. Like if I opened a bottle of wine today, it would taste different than if I'd opened it on any other day. Because a bottle of wine is actually alive. And it's constantly evolving and gaining complexity. That is until it peaks. Like you're 61. And then it begins its steady, inevitable decline. And it tastes so fucking good. C'est un film qui ne cesse de parler de réussite et d'échec avec des valeurs très américaines. Miles, il est prof dans un collège où tous ses élèves le détestent. Il est vraiment extrêmement méprisé. Il n'a pas du tout d'argent. Il croit que sa femme va revenir et puis tout le monde sait qu'en fait elle est enceinte. Donc toutes les séquences qui ont précédé nous ont montré à quel point il ne réussissait rien. Et là, c'est le moment où il nous apparaît comme quelqu'un de très érudit, de très sensible, et où la mise en scène vient dire à quel point il est un être qui a réussi quelque chose quand même dans son processus, en tout cas émotionnel. Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est qu'elle raconte complètement autre chose que ce que les personnages disent. Enfin, il y a une espèce de
hiatus comme ça entre la mise en scène et ce que ça nous dit. Ces dialogues-là, on pourrait imaginer qu'ils sont tenus par deux œnologues en costume, bien droit, avec un chant contre chant très rigide, et c'est filmé comme une scène de séduction. On a la petite musique derrière, la caméra qui s'approche, on les filme effectivement en chant contre chant, l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, mais au fil de la séquence, la caméra va se rapprocher d'eux. Et c'est comme si la caméra essayait de les embrasser. Eux, ils restent à leur position. Elle s'approche un petit peu de lui comme ça. Mais c'est la caméra qui signifie vraiment ce mouvement de l'un à l'autre, qui est un mouvement de séduction et un mouvement d'attraction très fort. Mais bon, évidemment, comme Miles rate tout, il va s'enfuir comme un petit enfant, mais donc j'aime bien cette chose-là que la mise en scène et les dialogues ne s'entendent pas entre eux, et j'aime bien qu'ils se séduisent tous les deux en se parlant de trucs hyper sophistiqués, très techniques sur les différents cépages, et que ça ce soit leur langage d'amour à tous les deux, et qu'il suffit juste dans la vie de tomber sur la personne pour qui parler de Cabernet c'est de la drague, et c'est comme ça qu'on arrive à réussir sa vie. Et puis il y a aussi ce parallèle qui est fait entre la crise de la quarantaine du personnage et puis le vin. Quand elle lui dit le vin monte jusqu'à son pic et puis après il descend jusqu'à son déclin, elle lui dit toi tu as 40 ans là, il faut bien que tu publies ton roman ou que tu en fasses un autre, parce qu'après ça va pas aller en s'arrangeant tes affaires, donc c'est maintenant que tu dois t'ouvrir à la vie et te laisser déguster. Et elle voudrait évidemment qu'il se laisse déguster par elle, mais il lui faut un peu plus de temps que ça pour le comprendre. Alors bien sûr, j'ai beaucoup trop parlé par rapport aux extraits que j'avais à montrer. Qu'est-ce que je garde là-dedans ? Je voulais vous montrer un extrait des Enchaînés d'Alfred Hitchcock, un film de 1946 qui est un film d'espionnage. Et j'aime beaucoup la façon dont Hitchcock se sert du vin, à la fois pour nous montrer qu'on est dans une réception très importante, avec des gens très importants. Et puis aussi, il se sert des bouteilles de vin comme d'un métronome, un peu comme d'un chronomètre. On est dans une séquence de suspense. Évidemment, Hitchcock, c'est le maître du suspense. Il a beaucoup dit qu'il faisait de la direction de spectateur, donc il va jouer avec votre attente à vous autant qu'avec celle des personnages, et vous allez voir que les bouteilles de vin vont nous servir à mesurer le temps qui passe dans cette séquence. C'est un film d'espionnage qui se passe juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ingrid Bergman est une espionne pour le compte des États-Unis, et elle séduit un homme qui est joué par le vieil acteur qui s'appelle Claude Rains, dont elle pense que c'est un ancien nazi, sympathisant des nazis. Elle l'épouse pour démontrer son passé et pour le faire condamner. Et elle a comme complice Cary Grant, et donc tous les deux, ils doivent trouver un minerai, ils doivent trouver de l'uranium qui va permettre à Claude Rains et sa clique de fabriquer des bombes. Et donc le temps presse, et donc ils essayent de découvrir dans cette grande demeure. Mais elle a très peu de liberté dans cette maison, donc elle ne peut pas découvrir les choses. Et donc là, Cary Grant a été invité à l'occasion de cette réception, et donc il doit se dépêcher de trouver les preuves pour pouvoir faire condamner cet odieux personnage. Moi, je n'oublierai jamais ma première chasse. Figurez-vous que mon père des amis m'avait invité à une chasse au sanglier. Et c'était la première fois. Je ne savais plus me contenir. Les chasseurs l'entourèrent. Quant à moi, pris de je ne sais quoi, d'une joie indescriptible, je me mis à courir contre les ordres donnés. Excuse me. I think I'll ask the orchestra to play some Brazilian music. They've played waltzes all evening. Oh, mon Dieu. Je disais donc, je courais depuis 5 minutes.
the garden door open and I'll tell you if anything happens. Look, vintage sand. We've got to leave things as we found them. Help me find a bottle of wine with the same label as these others. But it isn't really sand, is it? I think it's some kind of metal ore. This is a bit weird. I'm terrified. Don't just pretend you're a janitor. Janitors are never terrified. I have a feeling we're very slow. Oh, we're on schedule. Take it easy. I keep hearing someone coming. Oh, that'll be nice. Think if he comes down with Joseph. It's unfortunate. Je me souvenais pas, j'aurais pas voulu couper mon extrait comme ça, mais le serveur va dans la cave et on a un effet de surprise comme Hitchcock aime bien faire. Il nous fait le suspense pendant toute la séquence avec cette différence entre Ingrid Bergman qui parle très vite, qui est très stressée, et Cary Grant qui a son débit très calme et qui fait des bons mots. Et puis il y a un moment où on est avec Ingrid Bergman, on voit plus Cary Grant, le serveur va dans la cave et tout est parfaitement bien rangé. Et donc il y a un effet de montage qui fait que nous on ne peut pas croire que Cary Grant ait réussi à balayer tout ce minerai là en 2 plans, et donc c'est ça qui joue sur notre effet de surprise. Et donc évidemment les bouteilles qui disparaissent très rapidement parce que les convives boivent beaucoup font que le serveur va arriver trop tôt dans la cave. Donc c'est sur cet effet là que Hitchcock appuie sa narration de façon extrêmement brillante. Et puis il y a cet effet de surprise aussi où quand Cary Grant pousse la bouteille, on pense que du vin va couler, que ça va les compromettre, qu'il n'arrivera pas à l'éponger. Et au lieu de le compromettre, en fait, ça lui permet d'atteindre son but. C'est exactement cela qu'il cherchait, cette preuve dont il avait besoin. Il vient de la trouver par maladresse et par accident. Donc toute cette séquence joue de la bouteille de vin comme d'un espèce de marqueur, un espèce de petit point lumineux qui nous conduit dans le récit et qui nous amène sur des fausses pistes. On croit que ça va produire quelque chose et en fait non, c'est l'inverse qui se produit. Le vin, évidemment, dans le cinéma comme dans la vie, il évoque la religion, il évoque le sang du Christ, il évoque quelque chose de rouge et qui se voit de loin. Et donc, beaucoup de cinéastes aiment montrer le vin comme une matière, comme une couleur, comme quelque chose qui va se voir à l'écran et qui va contaminer les couleurs. Un peu comme on a vu chez Louis Malle, là, avec toutes ces tomates qui parsemaient la nappe de pique-nique. Il y a beaucoup de films qui montrent des messes et le vin et toute la liturgie. Moi, j'avais envie de vous montrer un extrait où ce vin de messe est extrêmement symbolique. C'est dans un film qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. C'est un film américain de 1978.
qui se passe dans une petite ville où on a une communauté lituanienne d'ouvriers et tous les jeunes hommes vont partir faire le Vietnam. Et donc ça va être une boucherie sans nom. Mais là, pour l'instant, il y a un de ces jeunes hommes qui se marie et donc c'est la joie de toute cette communauté avant la terreur de la guerre. Donc tout le monde est extrêmement joyeux et il y a un moment où les deux époux doivent boire du vin. Wait, when we get back? I don't know what the hell it is. What goes through your mind comes out your mouth. Angela and Stephen, if you don't spill a drop, it's good luck for the rest of your life. Hey, donna. 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 Voilà, donc cette goutte-là, ce gros plan, il n'est que pour nous, spectateurs. Nous en savons plus que les personnages. Eux pensent qu'ils vont avoir de la chance toute leur vie et qu'ils vont vivre un long mariage. Et nous savons que la guerre du Vietnam va en décider autrement. Donc il y a une complicité qui se crée juste par cette unique goutte rouge sur la robe immaculée entre le spectateur et le cinéaste qui le met en garde. J'avais prévu un extrait de Dracula de Coppola aussi, mais c'est un tellement beau film que je vous suggère d'aller le voir en entier. Je voulais vous montrer l'extrait où Van Helsing arrive chez Dracula et on est dans un château gothique immense, magnifique. Tout est dans des tons de brun, de gris, la pierre, tout. Il n'y a quasiment pas de couleur. Uniquement la traîne rouge, comme mon pull, de Gary Oldman, de Dracula. Et puis il convie Van Helsing. Van Helsing vient pour une histoire immobilière. Il ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. Et Van Helsing, qui est joué par Keanu Reeves, tout jeune, tout mignon, il s'assoit à la grande table de Dracula, qui lui dit « J'ai déjà mangé, je ne bois jamais de vin ». Et puis devant Keanu Reeves, on a un gros poulet rôti et on sent que pour Dracula, ce poulet rôti, c'est ce que va devenir Keanu Reeves pour lui, c'est ce que va devenir Van Helsing. Et donc on a dans un décor qui est uniquement dans les tons de marron, on a la grande cape rouge qui nous évoque le sang qui va être versé par Dracula. Et donc c'est une façon très plastique et très belle d'évoquer le vin en disant qu'il n'en boit pas puisqu'il préfère boire du sang. Et nous on le sait, et Van Helsing ne le sait pas car il est très naïf. Et de mettre cette couleur qui se balade comme ça dans le cadre pour nous évoquer le vin et le sang à la fois. Et puis la famille de Dracula est allée faire des guerres de religion qui ne se sont pas très bien passées d'après ses propres dires. Donc il y a ce lien aussi entre le vin de la liturgie religieuse. Et bien sûr, le vin, c'est celui de la religion, mais c'est aussi celui des bacchanales.
vin, c'est Dionysos, c'est le plaisir, et le plaisir plus débridé que le pique-nique sage que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a énormément de films qui ont montré des fêtes pleines de vin, des orgies romaines, beaucoup de films expérimentaux qui ont teinté l'écran de rouge pour montrer que le vin se propageait partout. J'ai eu envie de vous montrer un film très récent qui date de 2018, un film de Gaspar Noé qui s'appelle Climax. Alors on n'est plus dans les grands crus de Hitchcock. Hitchcock, il monte toujours des bouteilles de très connues, de prix inestimables. Ce qui me fait penser qu'on voit beaucoup de bouteilles de vin aussi dans les films de James Bond, et souvent c'est des placements de produits. L'une des fonctions du vin, c'est aussi souvent de faire de la publicité et de financer le film. Et donc chez James Bond, il y a aussi ce côté, comme chez Hitchcock, de montrer à quel point le personnage est raffiné. Chez Gaspar Noé, c'est pas du tout raffiné, c'est l'inverse. Rien ne va plus. On est dans un grand château, un peu genre Star Academy, et on a une troupe de danseurs de voguing, de danseurs urbains, qui sont tous très beaux et très talentueux, et donc ils s'aiment bien, mais ils viennent. Ils sont un peu en concurrence les uns avec les autres quand même, et donc ils viennent se produire, et puis ils sont là un peu pour un casting, et donc il y en a qui vont gagner et d'autres qui vont perdre, et donc ils se font un peu des sourires, mais en sachant que ils sont pas là pour rigoler, mais ils font quand même une grande fête avant ce stage et ce casting qu'ils vont faire, et une personne mal intentionnée met de la drogue dans le grand saladier de sangria. Là, on est au milieu du film. Auparavant, c'était une grande fête où tout le monde dansait, tout le monde était très beau, et là, c'est en train de dégénérer complètement. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que le vin et la drogue aussi viennent rendre ivre la mise en scène. Et c'est la caméra de Gaspar Noé. Gaspar Noé, il aime bien toujours faire des mouvements de caméra incroyables et balader sa caméra là où personne n'amène la sienne. Et donc là, c'est l'ivresse des personnages qui justifie le fait qu'ils filment dans tous les sens, n'importe comment. Donc, on regarde ça. Do you want my glass? Non, merci. Oh, c'est quoi? C'est sangria, elle est malade. Oh shit. Triple là, putain, je me sens. Eh les gars. I feel weird. Go drink some water. Selma, bébé. Donne-moi de la coke, s'il te plaît. Hein? Donne-moi de la coke. J'en ai pas. T'as un de la toxico. Chérie, donne-moi de la coke, s'il te plaît. Non, j'ai plus rien. M'a dit que t'avais de la coke. J'ai plus rien, laisse tomber, laisse tomber. Vas-y, lâche-moi. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. Lâche-moi. Passe-moi du feu. Ouais. Daddy. Daddy, regarde. Là, regarde. Va la ramasser. C'est tellement con. Arrête ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chaud de ouf. Putain, il est là. Le truc qui monte. Arrête. Laisse-le là, tu fais cette tête de vide là. Je m'en vais. C'est bon, j'arrive, me casse pas.
Donc la sangria frelatée est le prétexte qui permet de dérégler la caméra, qui va se ramper sur le sol, et dérégler les corps aussi. Et c'est pour ça que Gaspard Noé a choisi des corps de danseurs extrêmement agiles, extrêmement athlétiques, pour pouvoir les mettre dans des positions qui ne ressemblent pas du tout à de la danse, mais qui requièrent vraiment une agilité particulière pour ramper de cette façon-là ou se désarticuler comme des pantins. Donc le vin, là, est un prétexte, mais qui va faire basculer le film dans l'horreur et dans la déshumanisation. Donc on va très très loin dans l'ivresse dans ce film-là. Et puis, je voulais terminer avec quelques minutes de retard, mais quand même, je vous montre ce dernier extrait qui est la toute fin du film Drunk de Thomas Vinterberg, le cinéaste danois, un film de 2020 que vous avez peut-être vu, qui a eu la malchance de sortir en plein pendant le Covid, juste avant une refermeture de salle, mais qui est un film qui a eu du succès néanmoins, où Mads Mikkelsen et ses amis sont un peu comme notre Miles de tout à l'heure de Sideways. Ils ont 45 ans, ils sont tous enseignants dans un lycée, ils sont mariés, ils ont des femmes qu'ils aiment, mais bon, ils sont mariés depuis 25 ans, leurs enfants se désintéressent un peu d'eux, donc ils sont dans un moment de crise de milieu de vie où l'excitation n'existe plus dans leur vie. Et l'un d'eux cite un psychologue norvégien qui a émis il y a longtemps une théorie qui disait que en fait, quand l'humain naît, il est en déficit d'alcoolémie dans son sang. Et que donc ce qu'il faudrait pour être un humain heureux, c'est être toujours à 0,5 g d'alcool dans le sang. Et donc ces 4 amis se mettent au défi de tenter l'expérience. Et donc ils ont un petit outil pour mesurer leur alcoolémie en permanence. Et puis ils ont toujours une petite flasque, une gourde qui paraît innocente, mais qui en fait renferme de l'alcool. Et pendant leur cours, ils boivent. S'ils sentent qu'ils sont plus assez ivres, ils boivent. Et ça doit leur permettre de se désinhiber socialement, de donner de l'étincelle de vie, de se sentir mieux dans leur environnement et plus heureux dans leur vie. Et c'est un film qui va travailler sur toutes les étapes de l'ivresse, de la gueule de bois, de la gestion de l'alcool. Il y a des moments où c'est très joyeux, où c'est très social, et puis d'autres où vraiment ils n'arrivent plus à assurer. Et donc chaque scène va venir jouer une petite nuance, un petit degré de ce que le corps peut faire à l'alcool. Et puis Mads Mikkelsen, c'est assez connu, il a été danseur professionnel au début de sa carrière, et à un moment dans le film, tous ses amis se mettent à danser, lui disent allez viens danse, et puis nous on est déçus parce qu'il y va pas, et on se dit c'est quand même trop dommage, on sait qu'il danserait magnifiquement, cet homme déjà magnifique, et il refuse de se joindre à ses amis. Et la dernière scène du film, c'est un moment d'espoir, un moment d'étincelle de vie. Tous les étudiants ont eu leur diplôme, et on termine donc cette conférence comme on avait commencé, avec une bouteille de champagne qui s'ouvre, le champagne qui coule à flot, et puis Mads Mikkelsen qui se décide enfin à danser et à être heureux de sa vie, même avec ses manques et ses choses un peu médiocres, sur la musique du groupe danois Scarlet Pleasure. On regarde la toute fin de Drunk. Voilà, je suis impatiente de voir ce micro-ballon maintenant en action. Alors effectivement, on va passer aux questions. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce ballon micro, parlez bien proche du dessus. Et voilà, je vais vous permettre, je vais vous donner l'occasion de poser des questions auprès de Raphaël. Qui veut commencer? Vous en avez bien sûr. Ah bah, allez. Vous êtes prêts? Bien joué. Bonjour. Je voulais juste vous poser une question sur l'impact de la loi Evin sur le cinéma. Est-ce qu'on a le droit de tout faire ou pas? Allez demander à Gaspard Noé. Oui, on a le droit de tout faire dans la fiction, évidemment. Pendant longtemps aux États-Unis, il y a eu un code d'autocensure des producteurs qui s'appelait le code ACE, et qui faisait que chaque fois que des faits répréhensibles étaient montrés dans un film, il fallait mettre un carton
avant le film qui disait ces personnages se conduisent vraiment très mal. Cette censure-là, elle n'existe plus, elle n'existe pas en France. Et non, la loi Evin, ça change rien à la fiction. On a le droit de voir des personnages ivres, alcooliques. Mais oui, j'ai commencé à évoquer l'alcoolisme avec ce film Drunk. J'avais pas envie de vous plomber la soirée, mais il y a effectivement beaucoup de grands films sur la dépendance à l'alcool, comme Le bruit des glaçons de Bertrand Blier, pardon. Ou le très beau film aussi avec Anthony Bajon, qui va dans un centre, le film de Cédric Kahn, ça va me revenir tout à l'heure. Mais non, la loi est assez libre quand même en France sur l'expression artistique. La loi Evin, c'est sur la consommation dans la vraie vie, mais pas par des personnages de fiction. Ah oui, vous allez avoir la chanson dans la tête pendant au moins 24 heures. Pas d'autres questions ? Ah oui. Alors, 3 rangs derrière. Voilà. Bravo. Bonsoir. Bonsoir. C'est peut-être juste un détail, hein, mais j'ai remarqué dans les films justement où les gens parlaient du vin, notamment parlaient vraiment beaucoup avec un côté un petit peu professionnel, ils tenaient très mal leur verre. Et voilà, ça me choque à chaque fois. Ah oui. Et en fait, ils tiennent leur verre en fait, par le corps et non pas par le pied, normalement, par le pied ou par... par le pied ou par le bas, mais voilà. Donc c'était juste une petite remarque. Oui, parce que si on le tient pas par le pied, ça chauffe le vin. Voilà, ça chauffe le vin, et donc les professionnels, normalement, tout le temps... Et je comprends pas qu'au cinéma, on ne fasse pas attention à ça. Et oui. Ça m'a remarqué même dans l'extrait, justement... je ne sais plus le nom là, du réalisateur étranger. De Sideways. Voilà, où lui, il parle, et justement, il tient son verre comme ça, et elle le tient par contre très bien. Voilà. Voilà, oui, mais ça dépend vraiment du degré de documentation des cinéastes. Parfois, le vin n'est qu'un sujet, et donc ils le prennent comme une métaphore, là en l'occurrence une métaphore de la réussite ou de la séduction ou de la maturation d'une personne ou d'un vin. C'est pour ça que je voulais commencer avec Cédric Clapiche, qui lui a eu une démarche vraiment de se documenter beaucoup, que lui-même est très sensible à la dégustation, et donc il a vraiment fait travailler ses acteurs là-dessus. Et donc il avait aussi son acteur vigneron qui permettait de corriger ce genre de détails. Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans les films, c'est la fiction qui l'emporte sur le fait d'être en raccord avec la réalité. Moi, j'ai joué de la musique quand j'étais jeune, et ça m'agace beaucoup quand je vois des acteurs qui jouent mal du piano, par exemple, ou qu'on voit qu'ils bougent n'importe comment. On a l'impression qu'ils cherchent un truc dans leur sac. Et c'est vrai que quand on connaît un domaine et qu'on le voit mal représenté au cinéma, c'est agaçant. Ouais, je suis d'accord avec vous. Merci. On a 2 questions sur Zoom. Donc la première, c'est est-ce que la couleur du vin joue dans le cinéma ? Et la deuxième, est-ce que le grand ou petit écran vous a donné envie d'ouvrir une bouteille ? Oui,
Oui, j'y pensais juste avant de venir. Je me disais, j'ai aucun exemple de vin blanc en fait dans les films que j'ai revus pour l'occasion, dans les extraits auxquels je pensais. C'est quand même beaucoup le rouge, soit le champagne et donc la fête, l'explosion, soit le rouge et une matière qui va venir apporter de la joie dans l'écran ou qui va être en rapport avec le sang, mais c'est vrai que le vin blanc est beaucoup moins représenté. Il a quelque chose de beaucoup moins plastique et de beaucoup moins esthétique dans le cinéma. Donc soit les bulles, soit le rouge, oui. Mais c'est vrai que le vin, ça a une connotation visuelle qui est très forte et qui est très utilisée pour ça. Et ouvrir une bouteille, moi oui. Et vous, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de voir des films aussi, et pas seulement de boire du vin. De regarder un film avec un verre de vin. C'était ça l'idée, de vous faire un apéritif. Il y a un film qui est sorti récemment aussi qui s'appelle La Dégustation. Il y a le film avec Jalil Lesper aussi qui est le même type de scénario que Ce qui nous lie, mais donc une histoire de famille, un fils qui est parti faire de la finance et qui revient s'occuper du domaine qui est en train de péricliter, du domaine familial. Mais c'est une version beaucoup plus sombre, beaucoup plus... dans Ce qui nous lie, vraiment, ils essayent de trouver du consensus, de faire ensemble, d'honorer leur héritage, alors que le film avec Jalil Lesper, dont le nom m'échappe là tout de suite, c'est beaucoup plus gloire, orgueil et gloire, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Oui, bon, je peux parler là? Oui. Bon, je vous entends bien, mais je ne vois pas où vous êtes. Je voulais parler du film La Dégustation, mais vous l'avez dit, donc c'est important. Et puis alors, c'est marrant parce que la documentation des cinéastes, moi je suis chirurgien orthopédiste, et quand on a mal au côté droit, on porte sa canne du côté gauche, mais pas dans les films, ils portent la canne du même côté. Ah oui, mais parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Les cinéastes sont trop souvent mal documentés. Eh oui, quand on est spécialiste, on voit les petites choses. Sur l'histoire du vin en France, il y a l'épopée des vignerons qui vient de sortir, qui est encore sur Arte. Qui est un documentaire ou D'accord, l'épopée des vignerons. Très bien, merci pour la recommandation. Pas d'autres questions? J'ai une question, mais je ne me rappelle plus dans le film de Todd Browning, quand la... Je sais pas si c'est quoi qui passait du champagne, là, le Cup of Freaks, Friends. dans le Freaks, grand voilà. dîner, là. Oui, c'est du champagne, parce que le champagne, c'est souvent associé à quelque chose de festif, à Marilyn Monroe, des personnages un peu plus glamour. Mais dans cette scène-là, c'est une scène qui est terrible, dans mon souvenir. Mais c'est du champagne qui circule Je peux pas dire avec certitude, je me souviens plus, mais c'est une grande coupe où tout le monde boit dedans. Ouais, j'ai le souvenir d'une. C'est une grande coupe ou c'est une pyramide? Non, c'est une coupe qui tourne et ça vient jusqu'à elle. Et comme il y a des freaks dans le film, qui ont bu dedans, quand ça arrive à la jeune femme blonde qui ressemble un peu à Marilyn Monroe, c'est anachronique, mais elle ne veut pas boire dedans. Voilà, elle est horrifiée. Je me souviens que dans cette scène, dans ce plan-là, c'est un film du tout début du muet, Freaks, un film américain. Le cinéaste a fait un trucage, comme ça se passe dans un cirque et il y a beaucoup de nains ou de personnages contrefaits. Il a fait le décor de plus en plus petit à mesure qu'on s'éloigne de la caméra pour donner l'impression que les personnages sont... enfin, je sais plus, il a joué sur un rapport de perspective et de taille du décor pour donner l'impression que les personnages sont vraiment tout petits au bout. Donc plutôt, il a agrandi le décor pour donner l'impression qu'ils sont ratatinés.
Il y a d'autres questions ou c'est fini? Non, c'est bon. Bah, merci à tous pour votre présence malgré la grève et merci à la Cité. Oui, merci à tous. Donc le prochain événement, ça sera un grand entretien avec Pascaline Lepelletier, qui va concourir pour être le meilleur sommelier du monde à la prochaine édition, qui va représenter la France. Et donc vous pouvez aussi découvrir l'ensemble de nos événements sur l'agenda sur lacitéduvin.fr. Et n'hésitez pas à venir découvrir ce nouveau module Saturne qui sera mis en activité pendant les vacances de Noël. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.